Maintenant, ils devraient aller chercher des territoires. Ils arrivent chez les pygmées. Et les pygmées sont représentés par le bas qu'on appelle Mwom, et qui représente également l'esprit. Alors, arrivé là-bas, on lui dit, bon, vous voulez les territoires, mais nous, les territoires, on les change. Alors, vous nous donnez la femme et vous prenez les territoires. Mais alors, c'est le dilemme, c'est sa sœur épouse. Va-t-il céder, la femme perdre le territoire, ou va-t-il prendre le territoire et puis céder? Donc c'est devant le dilemme. Or, le héros culturel, c'est quelqu'un qui est sage, c'est un sage, il a la connaissance, il a le savoir, il a la spiritualité, et il va trouver une ruse pour assujettir les pygmées. Et il garde les territoires. Messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, encore une fois, bienvenue dans la chaîne en haute dimension, bienvenue dans la chaîne sans chaîne, la chaîne qui marche ensemble avec vous, la chaîne qui vous fait voir la République démocratique du Congo dans sa grandeur et dans sa diversité, encore dans un site choisi pour les Jeux de la francophonie. Nous vous avions dit que nous allons marcher ensemble avec vous pour vous montrer l'évolution de travaux dans la ville province de Kinshasa et vous montrer également les sites qui sont choisis pour les Jeux de la francophonie. Alors nous y sommes déjà au musée national, au musée de Kinshasa. Nous sommes venus voir qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui va se faire, parce que c'est un site prévu pour les Jeux de la francophonie. C'est pour ça que nous sommes venus vous faire montrer, vous faire voir et balader avec vous pour savoir encore plus sur ce qui va se passer ici. Alors, avant de commencer, fidèles téléspectateurs, laissez-nous un peu nous rafraîchir la mémoire avec cette petite historique concernant le musée de Kinshasa, musée national. Musée national, musée historique culturel. Alors, nous devons savoir que le musée national de la République démocratique du Congo, c'est un musée situé à Kinshasa. Un musée situé non loin du stade de Martyrs, non loin du palais du peuple et non loin du centre culturel, centre culturel bien sûr, vous le savez déjà. Alors, il est consacré à l'histoire culturelle de nombreux groupes ethniques et aux époques historiques de la République démocratique du Congo. Le musée est construit avec le fonds de l'agence coréenne de la coopération internationale, COICA en sigle. Alors, il a été remis officiellement au gouvernement congolais, c'était le 14 juin 2019, après 3 ans de travaux, 3 ans de construction, 3 ans de réhabilitation du musée. Et ce musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Nous devons savoir que le musée a été conçu pour les objectifs ci-après. La conservation, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel congolais. Alors, les clés du musée ont été remis à la République démocratique du Congo le 14 juin 2019 par l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, M. Kim Kienzu. Je ne sais pas si je massacrais les mots, mais je crois que c'est M. Kim Kienzu. Alors, le musée est inauguré le 23 novembre 2019 par le président Fachi Triple Béton et ça a coûté beaucoup d'argent, 33 millions de dollars
pour la construction de ces musées. Et ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs, chers internautes, nous allons découvrir, nous allons aller ensemble avec vous. Comme c'est un site choisi pour les Jeux de la francophonie, d'habitude, les gens viennent pour visiter, pour voir comment les œuvres d'art et tout, mais nous venons pour savoir qu'est-ce qui va attirer la commission de la francophonie. Alors, suivons ensemble avec vous et découvrons ensemble.
fidèles téléspectateurs, chers internautes, maintenant nous sommes dans la salle d'exposition. Nous sommes avec le professeur. Je crois ça sera mieux, ça sera vraiment mieux qu'il se présente. D'abord, bonjour professeur. Bonjour madame. Oui, on vous appelle comment pour tous nos téléspectateurs? Henri Bunjoko. Oui. Je suis le directeur du Musée national de la RDC. D'accord. Alors, professeur, dites-nous un peu, parlez-nous un peu en bref, brièvement, de l'histoire des musées dans la République démocratique du Congo. Oui, effectivement, depuis l'époque coloniale, il y a eu des musées, mais c'était des musées privés. D'accord. Et ces musées-là parlaient souvent des ethnies. Okay. Et pourquoi? Puisqu'on voulait montrer aux coloniaux les peuples qu'ils venaient coloniser. D'accord. Et comment connaître mais c'était privé. Mais à un moment donné, après l'indépendance, tous ces musées, en grande partie, étaient parfois pillés et puis disparus. Et il est resté quelques musées. Alors, en 1970, le président Mobutu a pensé créer l'Institut des musées nationaux du Congo pour regrouper les musées qui étaient restés là. Disons, il y avait le musée de Lubumbashi, le musée de Kinshasa, le musée de Mbandaka, le musée de Kananga. Et puis, il y avait un centre de Butembo qu'on avait mis dedans. Alors, dans le but maintenant de revaloriser, disons, le patrimoine culturel de la RDC. Alors, depuis ce temps-là, l'Institut des musées nationaux du Congo était devenu maintenant des dépositaires du patrimoine culturel matériel et immatériel de la RDC. Alors, la direction générale de l'Institut des musées nationaux était au Mont-Galiema. Au Mont-Galiema. Était au Mont-Galiema. Et après le musée qui était de Kinshasa, qui était au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, a été déplacé également. Pourquoi? Puisqu'on a créé maintenant le musée national de la RDC. Comment ce musée a été créé? C'est-à-dire, en 2010, au Mont-Galiema, donc à la direction générale, on a créé une salle d'exposition et thématique. Cette exposition thématique a fait que un Coréen qui était chargé de la coopération est passé voir ses collections et après il en a parlé à la première dame de Corée. Quand le président coréen est arrivé ici avec sa femme, et la première dame est arrivée au musée, disons au Mont-Galiema, voir maintenant ses collections. C'est alors qu'elle avait promis à ce qu'elle allait donner, disons, un cadeau à la RDC qui devrait être un musée imposant. Et c'est comme ça que par cette aventure qu'a commencé maintenant en 2011, que ça a commencé maintenant les travaux entre la partie coréenne et congolaise pour ces musées. En 2012, effectivement, la coopération a été signée entre le gouvernement congolais et le gouvernement coréen. Mais il a fallu attendre 2016 pour qu'il y ait la première pose des pierres, disons, de ces musées. Mais après 3 ans, et en principe, disons 2 ans vraiment que les Coréens se sont mis au travail, et en 2019, déjà au mois de juin 2019, on avait remis les clés officiellement à l'Institut des musées nationaux. Mais il a fallu attendre le 23 novembre 2019 pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, puisse inaugurer ces musées. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, prof. J'espère que tout le monde est en train de voir et de comprendre ce que le professeur est en train de nous expliquer. Nous savons que le 9e jeu de la francophonie vont se jouer ici à Kinshasa bientôt. Et ce site est aussi parmi les sites choisis pour le jeu de la francophonie. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Je pense que cette commission viendra ici. Et nous voudrions savoir quel est le rôle que le musée, notre musée, va jouer pour le 9e jeu de la francophonie. Madame, vous devez savoir que le musée national de la RDC, c'est les miroirs même de la RDC. C'est les miroirs de la culture de la RDC. Pourquoi nous présentons les œuvres de plus de 450 peuples de la RDC.
Donc c'est déjà le miroir de la culture de la RDC, sa richesse, son immensité et sa diversité. Alors pour les Jeux de la francophonie, le musée va offrir beaucoup à la francophonie en montrant d'ailleurs la culture congolaise à travers ces expositions. Et aussi, le musée national va donner son espace vert pour les stands de tous ces pays africains qui viendront montrer aussi leur culture ici dans les Jeux francophonie. Et quelle relation il y a entre ces musées et le musée de Tervuren en Belgique? Et madame, nous avons presque une même histoire avec ce musée-là, dans le sens que c'est un musée qui est en Belgique et nous avons été colonisés par la Belgique et la Belgique a récolté nos objets de façon légale ou illicite, mais ils ont récolté nos objets et c'est ça qui fait la grandeur de ces musées-là. Et on l'appelait d'abord musée, on l'appelle musée royal de l'Afrique centrale, mais d'abord c'était musée royal du Congo. Oui, puisque en grande partie les objets qui sont là-bas en majorité sont des objets de la RDC. Alors, quand le président Mobutu a créé l'Institut des musées nationaux du Congo, le directeur général du musée de Tervuren était en même temps le directeur général de l'Institut des musées nationaux. Alors, vous voyez que nous avons la même histoire et nous, dans la collaboration aussi, dans la coopération, on coopère, on est ensemble. Alors, ces liens-là continuent et moi-même qui vous parle, je suis allé faire ma thèse, je l'ai préparée tout en étant au musée de Tervuren. Alors, beaucoup de scientifiques y vont et la formation pour leur thèse. Donc, le lien est là entre Tervuren et l'Institut des musées nationaux. D'accord, alors présentez-nous la capacité d'accueil de ces musées. Oui, le musée, d'abord, l'Institut des musées nationaux a donné au moins à ces musées 12 000 objets. Et maintenant, nous avons 3 salles et dans ces 3 salles, nous présentons au moins 427 objets. Alors ces objets-là sont répartis par des thèmes. C'est une exposition thématique. Et nous avons 3 salles. Il y a 2 salles d'exposition permanente et une salle d'exposition temporaire. La première salle d'exposition permanente parle un peu de la vie, de commencement de notre histoire, commençant par l'humanité et voir nos activités de la vie quotidienne. Et la deuxième salle parle du cycle de la vie et des expressions culturelles. Et la dernière salle qui parle maintenant des instruments de musique et de communication est aussi une salle temporaire et d'expérimentation. C'est-à-dire que dès que les élèves ou les gens qui viennent ont visité les musées et ils arrivent là-bas, ils peuvent expérimenter les sons de chaque instrument qu'on a exposé là. Même, c'est pourquoi vous avez vu qu'il y a parfois des élèves qui sont là mais en train de danser, puisque quand ils sont dans cette salle, ils expérimentent les instruments, parfois d'autres qui chantent et dansent. D'accord. Alors parlez-nous de la condition de conservation et les avantages de ces bâtiments. Oui, dans la conservation, c'est-à-dire que nous avons des parties. Nous avons la partie que nous appelons la muséologie, et qui voit un peu des connaissances théoriques, tout ça. Nous avons aussi la partie qu'on appelle la muséographie, qui est trop technique et qui s'occupe maintenant de ces problèmes de conservation. Dans la conservation, nous avons 3 étapes que nous faisons. Nous avons ce qu'on appelle la prévention et la conservation préventive. C'est-à-dire là, nous avons des produits pour protéger les objets avant qu'ils ne soient attaqués. Nous avons maintenant ce qu'on appelle la conservation curative. L'objet a été attaqué par des ennemis, par exemple les insectes, il y a l'humidité. Alors, maintenant, quand nous allons à la conservation curative, c'est l'objet qui est attaqué, nous devons maintenant les traiter avec des produits appropriés par rapport aux matériaux. Et nous avons maintenant nous faisons aussi ce qu'on appelle la restauration. Quand un objet est cassé, tout ça, nous devons maintenant les reconstituer. Alors, il y a aussi des techniques appropriées également que nous faisons pour protéger les bâtiments tout entiers sans voir les objets. Et nous faisons ce qu'on appelle des désinfectations, donc nous désinfectons les bâtiments. Et comme ça, quand nous le faisons pendant 3 jours, on n'y entre pas. Et aussi, après le passage des visiteurs, nous passons avec un produit pour désinfecter également. Donc, ce sont de telles précautions que nous prenons.
Alors, par rapport au bâtiment, c'est un bâtiment imposant. Nous cherchons à faire ce qu'on appelle l'entretien. Mais dans l'entretien, il y a aussi pour certaines parties où il y a les nettoyages, il y a aussi la collection qu'on doit toujours voir s'il y a comment nettoyer les vitrines pour mieux le voir. Et nous avons aussi la sécurité qui est très importante. Où, pour la sécurité, nous avons une sécurité d'abord humaine, nous avons un personnel de la sécurité et nous avons aussi une sécurité par des caméras. Et nous avons 65 caméras qui surveillent et vous êtes surveillés. Et on connaît aussi, nous allons au régie, on va voir ce que nous sommes en train de faire. Ah d'accord. Et est-ce que vous avez déjà récupéré quelques objets congolais qui étaient en Belgique? Oui, là, il faudra parler aussi de cette restitution, mais par rapport aux étapes également. Puisque, après, disons, la restitution pour nous, les Congolais, c'est un fait qui s'est passé même en même temps que la demande de l'indépendance. Puisque, à la table ronde, on demandait que la Belgique puisse aussi restituer la moitié des objets qui est là. Alors, mais après le discours du président Mobutu en 1973 aux Nations Unies, il avait réclamé également. Déjà aux années 76 et 86, il y a eu certains objets qui sont revenus. Mais ces objets qui sont revenus, il y avait des objets qu'on avait pris au musée qu'on appelait le musée de la vie indigène qui était ici à Kinshasa, le musée de Léopoldville. Il y avait 32 objets qui sont revenus. Alors, il y a les objets qui étaient de l'INERA, c'était un centre de recherche qu'on avait amené et juste à cause de troubles après l'indépendance, au moins 600 qui sont revenus, et Tervuren a débloqué également aussi au moins 114 objets qu'ils ont ramenés. Mais après, nous avons maintenant le président Macron qui a dit qu'on restitue les objets, et c'est un courant. Pour nous, nous avons vu que c'est un processus, et c'est tout un processus qu'il faut, et la restitution doit se faire et au moins progressivement. Et quand le président de la République a aussi dit que non, ça sera aussi de façon concertée. Alors il faut éviter des contentieux. Alors pour ça, la Belgique avait donné un cahier où ils ont parlé qu'ils allaient restituer au moins 84 000 objets. Mais le roi belge, le 7 juin, est venu avec un masque qu'on appelle Kakungu, qui est un masque Soukou, pour accepter que le processus de la restitution a déjà démarré, mais nous devons constituer une commission mixte pour étudier comment on va le faire progressivement. D'accord, en tout cas, merci professeur. Ça, c'est la toute dernière question qui est de nous présenter les objets avec de petites explications, en commençant par là où nous sommes, derrière nous. Je ne sais pas si on peut... on parle ici on a écrit la protection de la communauté. Je ne sais pas, le signe, nous voyons le bois et tout. Si vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, et puis nous allons aller là. Oui, les musées tels que nous l'avons constitué, d'abord, avoir son architecture, c'est une architecture traditionnelle. C'est-à-dire, même si ce sont des Coréens qui ont construit, mais l'inspiration vient de nos villages, quelques palais. À ce moment-là, nous avons choisi 11 palais, puisqu'il y avait 11 provinces, mais le dénombrement est venu après là-bas. Alors, maintenant, dans chaque village, il y a ce qu'on appelle la place centrale du village, les gens qu'on appelle Agora. Cette place centrale, il y a toujours un sanctuaire pour faire des cultes aux ancêtres, pour faire des libations. Et nous avons essayé d'imiter aussi cette forme-là en créant cette place centrale où l'on trouve que dedans, on met parfois des statues d'ancêtres, on met aussi certains objets pour essayer d'être en communion avec les ancêtres et protéger la communauté. Et c'est comme ça que nous avons essayé d'imiter comment ça se fait dans nos villages. Et je vous ai dit que notre exposition est thématique, c'est-à-dire que c'est une exposition qui vous fait référence immédiatement à certaines réalités et que vous pouvez discuter et que vous pouvez comparer par rapport à votre ethnie à vous. D'accord. Alors, on peut passer quelque part. Non, je préfère qu'on aille ici. Nous voyons ces statues, on ne sait pas trop. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici? Oui, alors ici, je préférais qu'on avance un peu. Vous voyez, parce que ici, c'est vraiment, ça vous raconte l'histoire un peu complète. C'est-à-dire, nous voulons montrer, par exemple, comment est-ce que se sont créés certains États, royaumes et empires. Mais nous avons pris l'exemple, par exemple, du royaume Kuba. Le royaume Kuba, souvent, quand vous allez, chaque peuple a un ancêtre éponyme, un ancêtre qui est comme les héros culturels.
Alors chez eux, leur ancêtre s'appelle Wout. Alors Wout, c'est leur ancêtre, se serait marié à sa propre sœur et qui est représenté par le masque qu'on appelle le masque Gariamouache. C'est pas la sorcellerie, je non, pense. non, madame, je vous dirais qu'il n'y a pas de sorcellerie et c'est ça l'aberration qu'on a toujours ici quand on vient au musée. Il n'y a pas de sorcellerie, c'est l'histoire et c'est nos réalités, notre culture. Alors là, l'ancêtre lui-même est représenté par le masque qu'on appelle Gariamouache, et pardon, Mouachamboy, et qui représente. Alors maintenant, ils devraient aller chercher des territoires. Ils arrivent chez les Pygmées. Et les Pygmées sont représentés par le masque qu'on appelle Mbom, et qui représente également l'esprit. Alors, arrivé là-bas, on lui dit, bon, vous voulez les territoires, mais nous, les territoires, on les change. Alors, vous nous donnez la femme, et vous prenez le territoire. Mais alors, c'est le dilemme, c'est sa sœur épouse. Va-t-il céder, la femme perdre le territoire, ou va-t-il prendre le territoire, et puis céder? Donc, c'est devant le dilemme. Or, le héros culturel, c'est quelqu'un qui est sage, c'est un sage, il a la connaissance, il a le savoir, il a la spiritualité, et il va trouver une ruse pour assujettir les Pygmées. Et il garde le territoire, il garde aussi la femme. Et ben, il crée maintenant des royaumes. Donc c'est une façon de montrer que les royaumes se créent, disons, par rapport à certaines réalités et par rapport à certaines filiations. Ils sont matrilinéaires, donc alors on succède à l'oncle. Et c'est comme ça pour montrer, c'est une façon de préserver cette lignée-là. Alors vous allez voir que chaque peuple raconte toujours son histoire en partant d'un ancêtre éponyme, toujours. Donc c'est ça la réalité. Et maintenant, quand on parle du royaume Kouba, il n'y a pas un peuple Kouba. Il y a un royaume Kouba. C'est-à-dire que c'est un royaume, c'est une confédération au moins de 18 peuples et qui forment maintenant le royaume Kouba. Ah d'accord, on avance. Juste avant que nous arrivions là, il y a aussi des liens entre ce musée national et le musée d'art contemporain à l'échanger. Oui, effectivement, nous avons l'Institut des musées nationaux du Congo qui gère tous les musées nationaux en province. C'est-à-dire le musée ici, c'est, en réalité, même s'il est attaché, c'est un musée en province, parce que nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Mais il n'appartient pas à la province. C'est pourquoi nous disons musée national. Alors, nous avons des musées de Lubumbashi. Et nous avons le musée de Kikwit, le musée de Banzangungu. Nous avons le musée, celui de multimédia qui est à l'échangeur. C'est un musée national, mais qui n'est pas dirigé par le directeur qui est ici. Il y a aussi un autre directeur. Donc chaque musée a un directeur. D'accord. Okay. Oui, nous allons lentement, mais sûrement vers la fin. Nous avons vu, je ne sais pas comment appeler, une chaise royale, je ne sais pas. Parlez-nous un peu. Ici, comme nous avons parlé de thèmes, ici nous parlons au moins de la gouvernance. Alors ici, nos ancêtres, quand on devait chef dans le pouvoir politique africain, donc on a besoin des insignes pour être confirmé, pour légitimer ce pouvoir-là. Alors à un chef, on donne d'abord les tabourets, ça c'est un tabouret chokwe. Et c'est une chaise, quand ils appellent Kitwamo, c'est un mango. Alors maintenant, vous voyez qu'ici, nous avons des sculptures qui entourent. C'est pour montrer ce que les chefs doivent faire. Alors la bonne gouvernance, les chefs gouvernent par rapport aux valeurs, ce qu'on appelle des vertus. Donc il y a l'amour inconditionnel, il y a la paix qui va être là, le respect, et il y a la tolérance qui doit être là, et la solidarité. Vous voyez que nous, les Africains, ce sont des valeurs là. Et je vois, il y a aussi. Là, on vous montre vraiment le roi Kouba. Ça, c'est le roi Kouba, c'est comme ça qu'il est habillé. Et vous voyez le roi Kouba, quand il est habillé, vraiment, c'est une beauté exceptionnelle. Il se porte au moins plus de 80 kilos sur lui. Et c'est comme ça. Là, c'est à la cour royale. On est en train de faire de la cérémonie qu'on appelle Itoul. Et cette cérémonie, on commémore tout le temps aussi la création du royaume Kouba. Ok. Il y a combien de salles d'exposition ici? Seulement ça? Non, j'ai dit il y en a trois. Ah, ici, il y en a trois? Il y en a trois. Il y a une salle d'exposition, deux qui sont temporaires, et pardon, une qui est temporaire et deux qui sont permanentes. C'est quand on dit des permanentes qui restent longtemps. Et les temporaires, on peut l'enlever à un moment donné. C'est-à-dire que c'est là où il y a des instruments de musique. Alors, comme nous avons de la visite, on
laisse un peu passer ces jeunes gens aussi visiter. D'accord. Et je vois ici, si vous pouvez nous expliquer, Oui, on ne va pas, je crois, il y a vraiment beaucoup à dire, mais on sera un peu bref. Hein. Oui, alors ici, je vous parlais effectivement que souvent, quand on doit partir, on doit raconter l'histoire d'un État, d'un royaume ou d'un empire. Donc on passe toujours par parler d'un ancêtre éponyme, l'ancêtre qui est à la base de ça. Alors ici, nous avons mis pour quelques peuples certains symboles qui montrent ces ancêtres-là. Là, nous avons l'ancêtre Soukou Yaka, et pas Soukou Mbala, leur ancêtre qui était un hermaphrodite. Il était hermaphrodite. Alors, nous montrons chez les Kouba, chaque roi, chaque roi qui succède au pouvoir, on lui fait un dop, c'est-à-dire une effigie qui montre ce qu'il doit faire, ce qu'il a fait. Alors là, nous avons chez les Boa, on vous montre également les ancêtres. Et là, nous avons le Singiti, qui est l'ancêtre de Hemba. Et en même temps, on montre aussi les Kabeja. Kabeja, c'est le couple originel. Okay. Alors, quand vous devenez chef chez eux, on doit vous montrer les Singiti et on vous donne aussi les Kabeja. Okay. Alors, ici, pourquoi le Singiti, malheureusement, nous ne voyons pas la coiffure? Cette coiffure est expressionnelle dans le sens que il semble que Dieu aurait invité les gens pour leur dire les secrets de la nature. Okay. Alors, les autres sont venus seuls, les hommes sont venus, mais il n'y a que lui qui a amené sa sœur. Okay. Et quand Dieu disait, bon, vous voyez, les graines que je vais vous montrer ici, c'est pour aller expérimenter. Alors sa sœur cachait dans sa coiffure. Et les autres sont allés, ils n'en veulent rien. Mais lui, arrivé là-bas, il a commencé à expérimenter. Et il a appris aux gens l'agriculture, l'élevage, et ainsi de suite. Suite à ses connaissances. Ok, nous avançons encore. Je vois ici. Oui. Alors, ici, ça c'est juste une statue d'Ouba, un poteau, qu'on met toujours à la place centrale et dans le sanctuaire. Alors, mais ici, ça c'est chez les Yombe et au Congo central, on l'appelle fétiche Akou, mais disons, on l'appelle un Kondi. Un Kondi, alors c'est ça, c'est le charme qu'on vient pour se venger ou pour se protéger, ainsi de suite. Alors quand vous avez un problème, et vous voyez les Nganga pour nous, un Nganga c'est un sage, c'est quelqu'un qui a la sagesse, qui a l'intelligence. Alors vous voyez un Nganga, alors vous lui dites, bon moi, tel m'a fait ceci, je voudrais me venger. Et il vous dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Oh, je voudrais qu'il ait mal par à la poitrine. Il vous donne un clou ou une lame, vous léchez, vous faites vos vœux et vous tapez dedans pour que la personne ait des problèmes. Ou quand vous voulez protéger votre famille. Madame, non, ça veut dire que nous, on se lance du coup dans la société, mais il y avait aussi des gens qui allaient pour se protéger. Ok, la protection. Alors là, je vois la divination et la guérison. Alors, nous voulons parler de l'art de guérir. Nous voulons montrer que dans l'art de guérir chez nous, c'est un processus. C'est-à-dire qu'avant de soigner quelqu'un, il faut savoir l'origine. D'où vient cette maladie? Alors, comme nous, on n'avait pas de microscope, vous les avez, des appareils à tester, donc on passait à la divination. On interroge aux divinités, on interroge à la nature, aux esprits, et qu'on vous dise, bon, l'origine de la maladie, c'est ceci. Après, maintenant dès que vous avez découvert l'origine de la maladie, là, vous passez maintenant aux essences, animales, végétales ou minérales, pour le soin. Alors, dès que vous avez terminé les soins, donc vous passez à une troisième étape qui est la protection. La protection pour que cela ne revienne pas. Vous voyez, quand on parle de l'art de guérir, c'est tout un processus. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas, non, ce sont des fausses croyances. Non, madame, la culture n'est pas fausse. Mais ce sont des gens qui ont des préjugés dans le sens qu'on nous a inculqué déjà cette idée-là que votre culture c'est mauvais, il n'y a que la culture des autres. Non. Mais avec la religion, la multiplicité. C'est ça qui nous détruit, puisque cette religion-là a une idéologie. Et ce sont des dogmes. Des dogmes, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait ceci, il vous dit, moi je veux ceci, cela, vous suivez. Mais nous, Africains, nous avons ce qu'on appelle la spiritualité. Notre spiritualité, c'est quoi? Je connais les secrets de la nature, je les pratique et j'ai des résultats. Donc, vous voyez, donc c'est différent. Donc, nous, on ne fait pas une religion. Ok, là-bas, je vois le mariage, je ne sais pas,
Pourquoi Oui, le mariage? oui, effectivement, ici on parle de mariage, c'est-à-dire quand on quitte la vie de l'enfance à la vie adulte. Donc, pour être confirmé dans la société, on Ok. finit par se marier. Mais alors, avant de se marier, donc, il fallait passer à des initiations, comme nous allons parler des hommes comme des femmes. D'accord. Alors, le mariage lui-même se confirme par... C'est bien défini, un mariage, processus du mariage, la dot et tout C'est ça. ça. Alors, le mariage se confirme par la dot. Et cette dot-là réunit des familles. Et quand vous allez plus loin, vous allez voir qu'on réunit plus de 8 familles. Il y a plus de 8 familles qu'on doit réunir. Et vous voyez que le mariage lui-même, c'est une façon de la cohésion sociale. Alors, mais le mariage chez nous aussi, il y avait des principes dans le mariage. Donc, il y a des études qu'on fait, vous vous mariez, mais il y a aussi parfois des problèmes qui arrivent. Mais il y avait déjà des résolutions pour certains peuples. Par exemple, chez les Oyo, il y avait des couvercles à proverbes. Ok. Alors, quand il y a un problème dans la famille, l'homme et la femme, alors maintenant la femme ne parle pas à son homme, elle couvre les aliments en montrant les messages. Donc vous voyez par là, vous voyez, il y a des lézards. Alors c'est un monsieur qui a eu des femmes. Mais il ne faut pas s'occuper d'une seule, occupez-vous des autres aussi. Mais au cas contraire, si vous ne vous occupez pas, elle sera obligée de vous quitter. De quitter. Voilà, c'est très bien. Nous sommes en train de savoir encore plus sur, en ce qui concerne notre culture. Ici, vous voyez que nous avons écrit les passages de l'enfance à la vie adulte. Souvent, dans nos sociétés traditionnelles, comme je l'ai dit, il y a des initiations, il y a des rites de passage. Okay. Les rites de passage, c'est-à-dire que c'est pour des étapes de la vie, pour vous accepter comme étant celui qui est intégré dans la société. Mais les initiations, c'est un savoir, une connaissance profonde de la culture. Alors maintenant, chez nous, quand on va aux initiations, tout ça, donc c'est une formation pour être accepté comme tel. Alors là, on vous dit certaines réalités de la société. Et souvent, pour les hommes, c'est accompagné par des masques. Mais chez les femmes, on les remarque parfois quand elles revenaient avec des scarifications que vous appelez des tatouages et tout ça. Alors, effectivement, je vous ai dit que le roi belge était venu le 7 juin et avec le Kakungu qui est Soukou. Là, c'est pour accepter que le début le processus de la restitution peut commencer. Et c'est une façon d'accepter que c'est notre droit de propriété, nos objets qui sont allés. C'est bien. Et là-bas, les femmes. Oui, ici, alors nous parlons. Oui, effectivement, là, nous voulons parler de la société. Elle commence par la naissance. C'est-à-dire que quand l'enfant vient au monde, de 0 à 7 ans, c'est la maman qui s'occupe de l'enfant et même son éducation. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez souvent que les jeunes gens, ils ingérient souvent la maman et non le papa. Et nous avons aussi un secret où la maman, comment on donnait les noms aux enfants. Dans la société traditionnelle, l'enfant, on ne lui donnait pas de nom avant 9 jours. Alors maintenant, le jour de la sortie officielle, la maman prend l'enfant et lui montre au soleil. Et pour commencer à lui dire ce que l'enfant doit faire, tout ça. Donc et maintenant aussi, dans les berceuses. Quand on a un bébé, on chante, donc on lui implique aussi, c'est une sorte de formation également. Et à 7 ans, l'enfant commence à aller vers le sexe qui lui appartient et pour subir aussi une sorte d'éducation. Et après, on le laisse à la société, il part dans les rites de passage. D'accord, vous avez dit qu'il y a 3 salles d'exposition. La salle que nous sommes, c'est laquelle? C'est la dernière, la deuxième salle permanente. D'accord. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'aller dans l'autre salle? Oui, effectivement, là, je vais vous laisser vous-même vous promener dedans, voir un peu ce qui se passe. Pas de problème. Voilà, fidèles téléspectateurs et chers internautes, j'espère que vous avez suivi ensemble avec moi et vous avez entendu le prof, comment est-ce qu'il nous a expliqué, comment est-ce qu'il nous a dit l'importance de ces musées pour les jeux, de 9e jeu de la francophonie. C'était très important aussi de savoir comment ça marche et comment ça se passe ici, les explications de certaines œuvres d'art. Alors, et nous connaissons aussi que l'idée d'avoir un musée est partie du souhait du président Léopold Sédar Senghor. Là, c'était en 1968.
Alors, si aujourd'hui, il y a des œuvres d'art ici dans la République démocratique du Congo, ou bien la conservation de nos œuvres qui étaient jadis en Belgique et revenues ici dans la République démocratique du Congo, c'est très important que nous, les Congolais, nous puissions savoir sur notre histoire, nous puissions savoir sur nos valeurs culturelles. Nous avons parlé, nous vous avons montré ces bels endroits et vous avez vu comment est-ce que c'est propre et vous avez vu comment est-ce que c'est bénéfique pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Après le 9e jeu de la francophonie, je sais que c'est déjà, et ça a toujours resté une très belle chose pour nous. Alors, c'est ici que nous mettons un terme dans notre balade de ce matin au Musée national de Kinshasa. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous le présenter et de vous faire savoir qu'est-ce qui va se passer et de visiter un peu les valeurs, les œuvres d'art de Kinshasa et la culture congolaise. Tel est notre devoir, tel est notre souci, hein, de vous parler un peu de la République et aussi de vendre l'image de la République démocratique du Congo. Alors, nous disons un grand merci déjà à l'équipe grandiose de Maximal HD TV. Quand je parle de Maximal HD TV, je vois Omega Bibangi. Omega Bibangi qui assure la prise de vue de toutes les émissions que vous voyez dans Maximal HD TV. Et à la présentation, c'est toujours Jancine Touabo Kongali, la Jeanne d'Arc, la charismatique. Et on ne peut pas oublier Julie Yangou, notre réalisateur. Julie Yangou est là aussi pour apporter un plus dans la réalisation de toutes les émissions que nous faisons dans Maximal HD TV. Alors, nous vous avions dit que nous allons entrer. Hein, biso, tout ça, la rabama yotote, biso, to kotaka vraiment pour aller en profondeur et pour savoir beaucoup plus. Et le ko ça la réponse à biso, c'est le savoir-faire. Mais, on n'a pas encore fini. Nous continuons toujours à apprendre. C'est pourquoi nous demandons à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes d'être ensemble avec nous. Et nous sommes là pour faire avancer la République démocratique du Congo à travers nos idées, à travers nos savoir-faire et aussi à travers tout ce que vous nous dites de bon, Tozoakayango, Petotiakayango, Namisala. Alors merci à tous les téléspectateurs. Nous vous disons de rester branchés, connectés, cimentés. Abonnez-vous, partagez les images. Et un grand merci à Emda. Merci à vous et un grand merci également à Papa Manzolela. Merci pour tout. Et merci à Papa Tony Kapwa Walambik. Et merci également à Sieski Bidwaya. Merci à Axis. Et merci également à Papa Calvin Kouchadi. À vous tous, nous savons que vous êtes nombreux. JR, un grenier pour tous. Moi, Napoto, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Et je vous dis au revoir.